J'aimerais ça que vous puissiez profiter du moment qu'on va avoir avec lui pour lui poser le plus de questions possible. À mes yeux, c'est sûrement ce qui représente le plus l'avenir de l'agriculture qui va se pratiquer ici en Amérique du Nord, dans l'Est des États-Unis puis au Québec. Il a fondé une entreprise qui met en marché les produits directement du producteur et est capable de donner une plus-value aux produits de chacun et vous tous qui produisez chaque jour. C'est un homme de la ferme, un gars des technologies, un gars qui a réussi à arrimer le tout finalement, de donner aux producteurs la pleine capacité, la pleine valeur de sa production. Donc, je vais laisser la parole le plus possible à Catherine Rintoul. Il est fondateur de ProVendor, une compagnie de distribution locale pour les producteurs. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Vincent et tout le monde de l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu de mon perspective de comment la technologie et l'agriculture, spécifiquement l'Internet et l'agriculture, vont se mettre ensemble. Je vais m'excuser d'avance que le français n'est pas ma langue maternelle, mais je vais me débrouiller quand même puis essayer de le faire comme du monde. Donc, ça ne sera pas des infos qui vont être nécessairement pertinentes demain pour votre ferme. Ce n'est pas des choses que moi je vais d'ici la semaine prochaine qui vont changer le monde à complet, mais les choses qui ont le potentiel à long terme d'être vraiment pertinentes et des choses que moi je trouve hyper intéressantes. Donc, on va commencer par présenter qu'est-ce que je fais jour à jour avec ma vie. Ça, c'est un petit vidéo qu'on a préparé pour notre compagnie qui s'appelle ProVendor. C'est une compagnie qui est fondée à Montréal, ça fait 2 ans, qui font le lien entre les producteurs, puis des restaurants et institutions. Donc, on travaille avec des petits restaurants de 15 sièges et des très, très grands restaurants et des institutions de 1000 personnes par jour. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est qu'on fait les liens directs entre les producteurs en région puis les mondes en ville. Et la raison qu'on trouve c'est important, c'est que souvent en agriculture, spécifiquement en horticulture, on manque des fois un sens de communauté. Et on est là pour essayer de rapprocher le monde qui travaille des deux côtés, puis les mettre ensemble sur une plateforme web qui les permette de s'échanger de l'information, d'avoir des commentaires, du feedback, puis d'avoir une facilité à travailler avec les produits. Donc, au lieu de parler de mon entreprise pendant 25 minutes, qui est tout à fait possible, mais moins intéressant, on va passer de ProVendor, vite fait, à 6 ou 7 différentes petites compagnies start-up dans la technologie maintenant qui font différence en agriculture. Et ça serait une opportunité de montrer un peu comment moi je fais des choses qui changent, puis des choses dans 3, 4, 5 ans qui vont être intéressantes et pertinentes. Donc, on va commencer juste par une petite explication de pourquoi je connais ces compagnies-là et d'où je les ai trouvées. Ça c'est ProVendor, tout simplement. Sur le côté acheteur, tu vas voir, tu peux accéder à ça pour toutes sortes de différents produits, fruits, viande, fromage, lait, tout. Et c'est très facile pour les acheteurs de les trouver simplement et directement en ligne. Donc, on a une grosse communauté de chefs à Montréal, puis aussi à Toronto. Puis, une communauté de producteurs aussi un peu partout au Québec, Ontario. J'étais même la fin de semaine en Gaspésie pour voir les cueilleurs de champignons. Donc, je voyage beaucoup au Québec et j'ai l'opportunité de rencontrer plein du monde. Et souvent, le monde me pose des questions à propos de la technologie, puis comment est-ce que ça va changer les choses. Donc, on a un principe dans le techno qui est que le software eats everything. Qui veut dire que, fur et à mesure, dans les dernières 15 ans, l'Internet a mangé différentes industries. Ça a mangé à cru l'industrie des avions. Ça a mangé le journalisme tranquillement, avec des outils qui nous permettent de se connecter et se brancher ensemble plus vite et sans intermédiaire. Puis nous autres, chez ProVendor, on croit que ça va éventuellement manger l'agriculture. Donc, c'est nous, dans le milieu, là, avec Eats. Et c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est Tim Berners-Lee qui a inventé l'Internet, ça fait 20 ans. Puis je ne pense pas qu'il a pensé qu'aujourd'hui, on serait là pour vendre des morilles du Québec là-dessus pour livraison 24 heures d'après. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des changements majeurs qui s'en viennent en agriculture, qui sont liés à ça. Et je vais vous présenter quelques compagnies que je trouve vraiment intéressantes. J'essaie de les avoir en plusieurs différents domaines agriculturels pour que ça serait pertinent pour tout le monde.
Et aussi, on va parler un peu de la philosophie en arrière de ces compagnies-là, pourquoi ça existe. Donc, le premier que moi je trouve super intéressant, c'est une compagnie, ça fait 18 mois que je les ai rencontrés pendant un voyage pour une conférence sur l'agriculture et techno, qui s'appelle Farmer On. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'eux autres font? C'est une application qui planifie tout ce qui est la production laitière. C'est du monde du Estonia, dans l'Est de l'Europe, qui ont parti ça. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Et était arrivé un peu en Amérique du Nord par hasard, parce qu'ils trouvaient que le monde était plus organisé dans la production ici, c'était plus facile de les entrer. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec le produit? C'est qu'ils vont aller chercher les données directement dans les machines laitières, qui vont permettre de faire des analytiques et des provisions jusqu'à 3 ans d'avance sur ce qui se passe dans les champs. Donc, de prendre des inputs un peu de toutes différentes sortes de production et les mettre ensemble dans un système qui va gérer les besoins et la production d'ici aux prochaines 3 ans. La raison que moi, j'étais particulièrement intéressé par ce qu'ils font, c'est qu'ils ont trouvé une manière de prendre la température de chaque animal quand ils passent d'une section du grange à l'autre, et de là de définir leur cycle de production. Donc, eux autres sont spécialisés dans les choses qui vont enlever le temps que ça prend pour prendre des données sur les animaux et essayer de les optimiser le plus possible. Et j'ai parlé avec 3 fermiers qui utilisent le produit à chaque jour. Puis ils m'avaient dit que, en fait, ça les laisse plus de temps à gérer les vrais besoins d'animaux. Et beaucoup comme les autres sortes d'optimisation dans ces systèmes-là, les optimisations de données se font qu'ils peuvent plus avoir du temps à regarder un par un qu'est-ce qui se passe. Une chose qui est vraiment intéressante avec eux, c'est qu'ils vont faire des analyses de qualité aussi dans le lait. Donc, pas juste les inputs qui rentrent dans le système, mais aussi les outputs pour savoir tous les détails là-dessus. Et cet logiciel-là a été accepté au Canada, ça fait à peine 6 mois, dans un bêta Alberta, pour être l'outil officiel de production de lait en Alberta à partir de 2015. Donc, c'est une plateforme qui combine les données de la ferme et en même temps le potentiel de production optimale de la place, sans interagir directement dans la production. Donc, ce n'est pas une plateforme qui va dire « tu as besoin de faire ça, ça, ça et ça pour avoir ton meilleur résultat », mais simplement qui informe le monde avec les petits sensors. Oh, c'est ma première mot qui m'échappe en français. Qui vont permettre ces données-là d'être automatiquement envoyées au site pour une meilleure analyse de qualité et de performance. Tout le monde est avec moi? Cool. Deuxième chose, ça j'adore. C'est un petit start-up qui est basé à Toronto, qui font un peu la même chose, donc le ramassage des analytiques, mais pour les champs et les jardins en horticulture. Et la grande différence entre ça puis beaucoup des installations qui sont déjà présentes dans les serres, c'est que cet outil-là est à 22 $ pour installation. Donc, c'est une petite start-up qu'ils ont créé quelque chose qui va permettre à une personne qui a un serre de prendre des analyses de température, de l'eau, de données en termes de nutrition pour les plantes. Et pour couvrir un serre d'1 acre, ça coûte autour de 1200 pièces. Au lieu des systèmes qui normalement vont être 35-45 000 $ par année d'installation et d'upkeep. Et même si ce système-là n'est pas fait particulièrement pour les grands fermes, une chose qui m'intéresse énormément avec ça, c'est que ça permet quelqu'un qui a une petite production, qui veut juste à peine lancer, qui veut essayer des choses, d'avoir les mêmes avantages qu'un très, très grand producteur, sans avoir le budget d'avoir. Donc, même si c'est beaucoup moins précis que qu'est-ce qu'on aime dans la grande production, c'est quelque chose qu'un jeune qui va juste se lancer là-dedans puisse se permettre d'acheter pour sa production et d'avoir quelque chose qui roule dans sa budget à lui. Et une chose qu'on parle beaucoup chez Profender, où est-ce qu'on s'en va pour rencontrer beaucoup de jeunes
qui se lancent en agriculture, c'est comment exactement on va en avoir des nouveaux entrant en agriculture, les jeunes qui ne sont pas nécessairement une famille qui vient de là ou qui ne sont pas nécessairement une facilité à trouver des infos, etc., pour le lancer. Et comment est-ce qu'on va avoir des outils qui ne sont pas chers et accessibles pour eux, pour qu'ils puissent se lancer là-dedans. Et ça, c'est un startup que j'adore parce qu'il permet ces mondes-là de commencer avec un outil super puissant, avec un budget qui est possible pour quelqu'un qui est prêt à lancer là-dedans. Puis, la meilleure chose là-dedans, selon moi, c'est que toutes les choses marchent sur Wi-Fi et l'énergie solaire. Donc, il n'y a pas de batteries à changer, des cordes à faire, des fils à faire. Tu le plantes, ça marche pendant 1 an, puis après, tu le laves, tu le mets à côté, tu le charges 1 fois au début de la saison, puis tu le remets dans les champs. Donc, c'est quand même vraiment une idée très intéressante. C'est beau. Après ça, Egg Squared, c'est une autre application qui permet au monde d'avoir des records de ce qui se passe à la ferme, tout simplement, à travers une application mobile, des inventaires, etc. Et mon préféré, ça c'est une compagnie qui vient juste de commencer à vendre la protéine d'insectes en barre. Ça c'est une compagnie qui ont trouvé une manière de faire la production de poudre de protéines d'insectes à 1/20 le prix de la protéine de poulet ou du bœuf. J'ai aucune idée plus que ça. C'est ça qu'il m'avait dit, puis je le crois. Donc, il travaille directement à produire ces animaux-là, du grain, puis la conversion d'insectes aux protéines est beaucoup plus élevée. Donc, c'est une autre startup qu'on va rencontrer qui vont définitivement, si ça marche, changer de quoi en agriculture à cause de la manière qui marche. Et tu vois un peu les données sur la protéine d'insectes. Et cette que-là, évidemment, il y a un gros défi de marketing avant de lui encore, mais par contre, la production est vraiment intéressante. Après, je vais finir avec un petit projet que nous autres, moi-même, on a commencé. En train de parler cette printemps avec beaucoup de producteurs, on trouvait que le marché ici au Québec, on a la misère à convaincre le monde de planter certaines choses. Spécifiquement à Montréal, on a une grande communauté de restaurants qui cherchent les légumes asiatiques. Mais le monde m'avait dit toujours que la demande n'est pas prouvée, la demande n'est pas prouvée. Donc, on s'est dit, nous autres, dans une fin de semaine, on avait toute notre gang d'ingénieurs dans le bureau, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut prouver la demande pour ça? Donc, on s'est cherché le modèle Kickstarter, qui existe déjà, qui est une plateforme pour lever des fonds. Puis, on s'est dit de faire un Kickstarter pour les légumes. Donc, les restaurants peuvent aller sur la plateforme, dire que moi, je vais absolument avoir 80 pièces par semaine de Tokyo Bekana. Et à partir de là, le monde peut simplement dire ça. Si on atteint un certain niveau de production par semaine, on envoie les semences directement au producteur, il les plante, puis il les livre à Montréal, et tout le paiement se fait à travers de ça. Donc, c'est un exemple aussi des choses qu'on essaie de pousser pour en avoir les avantages de business intelligence ou des avantages de marketing à travers les produits et les choses qui viennent d'ici, de Montréal. Finalement, on a vu dernièrement les nouvelles plateformes Big Data qui attaquent la production de grains. Ça, c'est quelque chose qu'on avait énormément d'intérêt après la création de Climate Corporation, qui était un grand succès aux États-Unis. Et cette compagnie-là, qui appartient d'un petit start-up en Alberta, font des analyses GPS des champs pour les données en termes de l'eau, en termes de soleil, qui sont pris directement de qu'est-ce qui se passe en termes de rapport de nuages, weather reports, rapport de température, et qui est intégré avec les petits drones qui vont permettre d'avoir des besoins très, très directs de la champ. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que c'est une manière de quantifier un peu qu'est-ce qui se passe dans un champ sans avoir nécessairement le marché toute la longue pour trouver des choses. Donc ça, c'est un autre compagnie canadien qui change beaucoup de choses en agriculture. Puis 2-3 années d'ici, on est hâte pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et je vais prendre des questions pendant 10 minutes. Gênez-vous pas pour poser la question à Catherine, parce que si vous n'en avez pas, moi j'en ai.
Oui, il y en aurait une ici. Ah, tu peux me dire, puis je vais le répéter. C'est vrai. Moi, c'est juste une question logistique de ProVendor. Oui. Les producteurs, dans le fond, qui veulent vendre là-dessus, est-ce qu'ils doivent cibler un territoire qu'ils sont prêts à couvrir ou bien s'il y a un restaurant qui dit « je veux t'acheter » puis que c'est à 800 km puis qu'il veut le lendemain? On offre les deux. Ça? OK. Soit le fermier va s'occuper de son propre logistique, ou on va les supporter avec un 3PL, un service de livraison qu'on connaît déjà. Souvent aussi, les fermiers de certaines régions vont s'assembler ensemble sur un camion qui va marcher parce que, évidemment, le plus grand marché aussi au Québec, c'est Montréal, mais on n'a pas 15 personnes qui font les retours de Charlevoix chaque jour pour dropper un sac de patates. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on va les mettre tout ensemble pour que c'est moins cher pour tout le monde. OK. Est-ce que vous couvrez Québec aussi dans les restaurants ou actuellement, c'est juste Montréal? Nous autres, on était très déterminés de lancer la Ville de Québec l'année passée, en octobre. On l'avait manqué d'ici le budget pour le faire, mais cet été, c'est l'été qu'on va définitivement le faire parce qu'on a tellement une communauté passionnée là-bas. Et on est super excités par le lancement qu'on va faire là-bas. Mais pour la date, c'est prévu 2015. Je vais voir. J'ai hâte de la faire, surtout parce que c'est tellement un ville riche des restaurants. Et oui. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il vous manque encore certains produits que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas? C'est une très bonne question. Pour nous, il y avait certains produits qu'on avait la misère à décider comment le bien faire. Par exemple, tout ce qui est fruits de mer. Je sais que ce n'est pas le crowd fruits de mer ici, mais pour nous, c'est hyper difficile à trouver les bons liens là-dessus parce que même quand j'étais en Gaspésie, j'ai parlé avec beaucoup de monde qui sont des pêcheurs, mais le prix qu'ils font comme ça, dans tout ce qui est fruits de mer, puis si c'est comme ça ne mérite même pas la peine de sortir le bateau. Donc, des fois, tu veux faire les liens directs avec ces mondes-là, mais il faut réaliser que l'économie d'un bateau est très différente que l'économie de « je pars de mon porte, puis je vais ramasser mes carottes, puis c'est tout ». C'est un autre game. Par contre, on est super intéressé à ce moment par les produits transformés aussi. On a beaucoup de demandes pour ça, surtout avec les paniers de légumes de Équiterre, qui est rendu un grand acheteur chez nous. Donc, on cherche tout plein de produits transformés aussi pour les paniers bio. C'est quelque chose qui est hyper populaire pour nous. Au niveau de la viande, il t'en manque-tu? À ce moment, on est en train de vraiment regarder comment est-ce qu'on peut faire les liens pour la viande d'ici en Ontario. Parce qu'on voit que la qualité de viande au Québec est beaucoup supérieure, puis c'est très compétitif dans les prix. Mais évidemment, au moment où tu traverses Québec-Ontario avec la viande, il y a des réglementations à suivre, on veut que ça soit super solide. Donc, on est en train de regarder ça pour l'automne de cette année. Et en même temps, c'est quelque chose de super excitant pour nous parce que c'est clair qu'à Toronto, la grandeur des acheteurs est complètement différente. C'est du monde qui va commander la palette et ça, c'est le fun pour tout le monde. Monsieur? Selon vous, dans le porc, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faudrait pour comme vendre encore plus de porc, de la viande de porc? Une chose qu'on voit beaucoup à ce moment, c'est l'intérêt dans le porc forestier, qui est quelque chose que pour nous, on est comme un peu... On est perplexé pourquoi le monde sont curieux d'avoir des porcs qui se promènent dehors dans la liberté. Oui, des sangliers, merci. Excuse. Les porcs forestiers, c'est définitivement pas ça. Merci. Sanglier, merci. Donc, on a un producteur dans le coin du Quaticook qui les font. C'est devenu hyper populaire. Donc, on a beaucoup de curiosité autour de ça. Puis aussi une grande curiosité à propos de certains producteurs de production de porc, des vieux espèces anglais, variétés, espèces, races, merci, races anglais.
Oui, Berkshire, Red Tamworth, ces affaires comme ça. Et évidemment, c'est un cochon qui vend à 2,5 à 3 fois le prix de typique. Et on a beaucoup d'intérêt de ça. Et si tu y vas à Vermont, puis à Massachusetts, il y a quand même des grandes productions de Berkshire et de Red Tamworth qui sont en train de très bien marcher. En même temps, ici au Québec, on a la misère parce que ça monte, pas la misère, mais on a des difficultés là-dedans, parce que ça monte des fois le prix d'abattage qui font que le prix est peut-être un peu moins compétitif. Ça reste à voir aussi, mais en même temps, il y a énormément d'intérêt sur la race des certains cochons aussi, les nouvelles choses qui s'en viennent sur le marché. Puis évidemment aussi dans le porc, les porcs qui sont faits spécifiquement pour la charcuterie, ils ont un gras plus dense. On a eu beaucoup de monde qui demande après ça comment faire la transformation, parce que de plus en plus, on est reconnu au Québec pour avoir ces produits-là de qualité, mais évidemment, même de ça, des Berkshire, etc., c'est pas la même volume. Donc, c'est quelque chose qui est souvent à côté d'une opération qui peut grandir tranquillement. Bien. On va prendre une dernière question, si vous voulez. En passant, Catherine, juste te dire... on a parlé de porc forestier tantôt, mais on a fait beaucoup de porc plein air ici à Saint-Narcisse. Non, oui, c'est ça. Oui, de porc plein air, mais je crois qu'il n'y a plus personne qui en fait. Ça n'a pas été un résultat. Oui, c'est ça. C'était ça la problématique qu'on avait. Oui, c'est... Donc, on était en avance sur toi. Non, c'est ça, c'est clair. Oui, sanglier. Je n'ai jamais oublié ce nom. Sanglier. D'autres questions?